Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bonsoir chers auditeurs de Psycho Perso, bienvenue à l'émission qui fait du bien. Et mon invité du jour, c'est Daniel Sierra. Daniel qui, depuis déjà de nombreuses années, pratique la méditation, a participé à des stages de développement personnel et va nous parler ce soir de l'éveil de la conscience et de ce qui l'anime encore plus, qui sont les cercles de conscience approfondis. Je le vois fermer les yeux, je lui laisse la parole, j'ai dû dire peut-être une bêtise. Alors Daniel, présente-toi d'abord dans un premier temps, avec peut-être un peu de ton parcours de vie pour que les auditeurs puissent vraiment capter ce qui t'a amené aujourd'hui à ça. Et puis ensuite, tu es là évidemment pour nous parler de l'éveil de la conscience. À toi. Oui, bonjour. Je m'appelle Daniel Sierra. Et disons que toute ma vie, j'étais intéressé par les sujets qui concernent la vie, tout simplement. Parce que j'ai très vite compris dans mon enfance que le don qu'était cette vie, qui nous était donnée, n'était pas forcément acquise, n'allait pas forcément de soi. Et en fonction de ça, je m'interrogeais beaucoup sur le sens de cette vie et les pourquoi des choses. Donc je me suis intéressé à beaucoup de sujets très tôt, aussi bien scientifiques que artistiques surtout, dans un premier temps. Et à l'âge de 25 ans, étant plutôt porté vers les sciences et avec un esprit rationnel, mais avec un esprit lucide aussi. Et je m'interrogeais beaucoup sur les phénomènes de société, notamment à l'adolescence. Et je voyais que l'humanité prenait un chemin plutôt chaotique et que pour moi, au fond de moi, je sentais vraiment dans mon cœur que ça pourrait aller beaucoup mieux que ça. Mais je ne voyais pas quelle pouvait être la porte de sortie et comment je pourrais aussi faire quelque chose de positif. Même si j'avais pas conscience de tout ça, il y avait quand même une grosse interrogation au fond de moi et un beau jour, je peux pas expliquer vraiment dans le détail, mais en 1986, à l'âge de 25 ans, j'ai eu vraiment un gros éveil de conscience. C'était une épiphanie où je me suis senti vraiment uni à l'univers. Et c'est ce qu'on appelle une expérience mystique, c'est ça ? Voilà. Voilà, à ma grande surprise, parce que étant plutôt rationnel, bon français rationnel, comme on dirait, et j'étais même pas du tout porté sur, n'étant pas d'une famille religieuse, je n'avais aucune notion de toutes ces choses-là. J'ai été baptisé, c'est tout, dans l'église catholique, et mes parents ne pratiquaient pas du tout, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert et je me suis dit, ça doit être de la spiritualité, ça doit être une communion avec le divin. Et effectivement, j'ai senti une présence qui était tellement puissante que je n'ai pas pu fermer les yeux ou me boucher les oreilles. C'était impossible. Mais de toute façon, là, tu dis que tu venais pas d'une famille qui était pratiquante, mais il me semble, et tu me diras si je me trompe, les auditeurs ont l'habitude, je fais toujours l'avocat du diable, que la spiritualité n'a rien à voir avec quelque chose de religieux de toute façon. Donc tu as vécu cette expérience, mais l'expérience mystique ou spirituelle ne s'ancre pas forcément dans une expérience religieuse. T'es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est le cas de nombreuses personnes à l'heure actuelle. Qui ne sont pas du tout, surtout en Occident, où la religion est maintenant beaucoup reléguée au second plan. Justement, mon dada dans ce domaine, c'est
de partager ça avec des personnes qui s'interrogent par rapport à est-ce qu'il pourrait être une spiritualité ou un contact avec intime avec cette dimension-là de la personne. Écoute, je crois que tu es au bon endroit alors. J'espère que les auditeurs vont apprécier et vraiment appréhender tout cet enthousiasme-là dont tu nous fais part. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de t'écouter là sur la suite. Je t'interromps plus. D'accord, merci. Bien disons, je dirais que c'est vraiment un phénomène de société. Parce que donc dans les années 70, ça s'est produit à 2 reprises pour moi, ces histoires d'épiphanie. Oui. Je me sentais isolé dans ma Charente-Maritime un peu profonde. Et en commençant à en parler autour de moi, j'ai rencontré des gens. C'est là que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient intéressées par le sujet et qui, de plus en plus, me racontaient aussi leur propre histoire et expérience d'éveil. Et de là, pour des raisons familiales aussi, j'ai trouvé une compagne qui était versée dans ce domaine-là. Et nous sommes partis en Angleterre et disons que l'univers anglo-saxon est beaucoup plus ouvert. Et là, j'ai fait, je dirais, un grand pas de conscience, rencontrant encore d'autres personnes, des guérisseurs, des maîtres, entre guillemets, spirituels. Et j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup informé. Et j'ai aussi appris quelques méthodes de guérison en développant cette dimension intérieure de l'être qui me semble tout à fait fondamentale de développer. Surtout à l'heure actuelle, pour moi, chaque crise personnelle est une question posée sur qu'est-ce que je suis ou qui je suis intérieurement. Surtout, qu'est-ce que je suis? Parce que le qui je suis, à un moment donné, au moment ultime, je peux dire, au plus profond de moi-même, je suis le divin. Mais qu'est-ce que le divin? C'est encore une vaste question. Et là, la réponse pour moi est vraiment immense. Et un côté aussi pratique que je peux utiliser tous les jours. Mon sens de l'intuition, par exemple, qui se développe vis-à-vis de ça, pour gérer le stress. Donc ça a une incidence globale sur le bien-être, sur la santé. Donc c'est vraiment devenu un art de vivre. Et pour moi, on vit des crises de plus en plus, je dirais, aiguës au niveau de l'ensemble de la société, même de la civilisation. Et pour moi, nous sommes dans une période de mutation, je ne suis pas le seul à le dire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que maintenant, c'est vraiment un phénomène planétaire où il y a une frange de la population qui s'éveille au niveau de la conscience spirituelle. Et mon sujet de prédilection, c'est bien cela, et aussi de partager avec la personne, parce que pour moi, c'est surtout un phénomène de souvenir, c'est-à-dire de se souvenir de qui ou qu'est-ce que je suis au fond de moi. Voilà. Et il n'y a que moi qui ai la réponse pour moi-même. Et c'est pour ça que, en fait, en tant qu'être divin, je le dis carrément, et être humain aussi, parce que ça passe par une certaine humanité, chacun trouve ses propres réponses à son échelle, et une façon d'y arriver, une façon de se découvrir soi-même et de vraiment d'exploiter son propre potentiel, c'est de le partager. C'est de s'ouvrir, surtout parler de son ressenti. Ce sont des méthodes qui sont très utilisées. Et puis partager son expérience sans appréhension, sans peur, sans barrière quelconque ou carcan de religion ou de dogme, quel qu'il soit. Voilà. Et même je dirais, de vision pragmatique scientifique. Clairement, la science est un outil, mais comme la religion, c'est pas une fin en soi. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de vraiment naturel. C'est notre nature profonde. Donc, il n'y a plus qu'à laisser s'épanouir cette nature profonde. Et là, nous allons arriver à une forme de communication, de communion entre le divin et soi, qui n'est qu'autre qu'une autre dimension de soi-même.
et en rapport avec nos congénères humains, même les animaux, la nature, quel que soit l'être qui est en face, c'est de savoir, c'est de se rendre compte qu'au fond, nous sommes le même être qui s'exprime sous différentes facettes, sous différents points de vue, et qui raconte des histoires multiples et multicolores. Voilà. Et à partir de là, grâce à cette guidance qui est beaucoup plus intérieure qu'extérieure, bien sûr, l'extérieur a son importance, mais ce n'est que le miroir de ma propre créativité. Si je prends conscience de ça, que je me tourne vers l'intérieur, je vais pouvoir mieux gérer ma vie, mieux la guider et avoir des relations vraiment plus harmonieuses avec mon entourage et arriver, pour moi, à une nouvelle ère, une nouvelle civilisation. Je ne sais pas quand. Ça peut prendre des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années, peu importe. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas et de se diriger vers quelque chose dont je suis profondément convaincu maintenant. Voilà. Plein de questions là me viennent en tête. La première, pour revenir sur ton parcours, tu disais que tu étais partie en Angleterre avec ta femme. Oui. Et que donc tu as vécu cette épiphanie à 25 ans. Est-ce que, si tu le veux bien, tu peux nous dire ce qui s'est passé dans ta vie pour que à ce moment-là tu vives ça? Ou est-ce que toi tu penses que tu aurais pu vivre cet épisode n'importe quand d'autre dans ta vie? Justement, ça a été un moment critique pour moi, cette après-adolescence. J'ai eu une adolescence assez tranquille. Bon, je suis musicien. Donc j'ai trouvé la musique comme un exutoire. J'étais assez rebelle, mais un rebelle tranquille. Oui. Je faisais pas des. T'étais pas punk. Non. J'étais plutôt faux baba cool. C'était quelque chose de bizarre, d'étrange. Et puis j'avais cette forme quand même de détachement par rapport à ce qui arrivait et même par rapport à moi-même. Mais j'étais en état de crise de plus en plus parce que même en tant que musicien, me trouvais limité dans l'expression. Et puis ça suffisait pas d'être musicien. Pour moi, j'avais d'être une personne, un homme complet. Donc je me plais à me dire que maintenant, j'essaie d'exprimer ce qu'est un homme holistique. Voilà. Alors, tu peux définir holistique ? Alors holistique, je connais pas le sens exact du terme du dictionnaire. C'est une approche globale. Voilà, c'est une approche globale de la vie. Oui. Et pour moi, quand j'entends holistique, c'est surtout comme quand je vois les chakras dessinés sur tout le long de la colonne vertébrale, c'est d'embrasser cet arc-en-ciel et en fait de vivre ma vie to the full, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire embrasser la vie dans toute sa magnificence. Et d'avoir des expressions aussi bien humaines, très très personnelles, jusqu'à une expression et une écoute globale. Donc savoir prendre du recul par rapport aux situations et à soi, et à ce que j'appelle un regard divin, tout simplement. Ah oui, mais là, j'insiste, tout simplement, pour le commun des mortels, ça ressemble à quoi le fameux tout simplement? Tu dis depuis tout à l'heure, rentrer en soi-même, le regard intérieur. De façon pratique, comment est-ce qu'on s'y prend quand on travaille entre 39 et 45 heures par semaine? Voilà, donne-nous quelques clés. Bon, alors ces clés-là, elles sont quasi universelles maintenant. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel, ou de thérapeutes, ou de méditants, vont vous dire c'est la respiration profonde. Et c'est essayer de faire le vide. Alors je sais que c'est pas toujours facile, surtout nous occidentaux, nous n'avons pas cette culture-là. Mais même si le vide n'arrive pas, c'est pas grave. L'important c'est de devenir aussi observateur de ce qui se passe. Déjà, c'est le premier pas. Parce que quand je me place en tant qu'observateur, il y a plein de guides de l'éveil qui disent ça aussi, je ne suis pas le seul. C'est à partir du moment où je me pose en tant qu'observateur, je ne suis plus
en prise directe avec mon mental ni mes émotions, et c'est là que je commence à rentrer dans mon espace divin. Oui. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est des petits trucs que je peux appliquer à n'importe quelle heure de la journée, même quand je suis en train de conduire, même quand je suis en train de faire la queue, ou en cuisine, ou aux pauses du boulot, par exemple. Et puis, après, il y a s'informer. Ça, c'est une autre étape aussi qui est importante. Donc, tu dis se mettre en observateur, ça veut dire, c'est comme en fait voir ce qui se passe tout en étant détaché de ce qui est en train de se passer, c'est ça ? Oui, alors, ça paraît simple comme ça, mais généralement, le problème, c'est que pour moi, le mental, le corps mental et le corps émotionnel sont liés. Donc il y a une espèce de synergie qui se présente, qui sous forme de spirale, soit ascendante ou descendante. Et quand c'est ascendant, c'est une forme d'hystérie. Ouais. Et quand c'est descendant, c'est une forme de dépression. C'est la dépression de neurasthénie. Voilà. Donc c'est déjà se rendre compte de ça. Et donc être observateur de comment je me sens au niveau de mes émotions et qu'est-ce qui se passe dans mon mental, quelles sont les pensées qui me viennent, et je vais me rendre compte quand je suis observateur qu'il y a des phénomènes récurrents, qu'il y a des choses qui se répètent, et ce sont des schémas, des programmations qui viennent de traumatismes ou peut-être de vie antérieure, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose qui en fait que je cultive et qui reste là, qui sont engrammés et qui tournent en boucle. Et déjà je peux me rendre compte de ça, et ça c'est un pas super important. Quand je me rends compte que je suis dans un état réactif plutôt que dans un état d'écoute, d'intégration, je vois que effectivement je suis pas dans mon état naturel. L'état naturel, il est présent. La présence est vraiment fondamentale. Il est ouvert à l'écoute et créatif, aussi bien dans la réceptivité que dans l'émission, que dans l'action. Et je m'adapte à chaque instant d'une façon intuitive. Par exemple, lors de cette interview, moi, j'ai pas préparé l'interview, mais les mots me viennent, les idées me viennent vis-à-vis par rapport à tes questions et de ce que j'ai envie de dire sur le moment. Voilà. Donc ça, tu disais, c'est l'état naturel, primaire, on pourrait dire, qui est un état donc de réceptivité, d'adaptabilité, intuitif. Oui. Alors c'est primaire. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est pour moi. Tout est divin, il n'y a qu'un seul être. Et cet être-là, nous l'avons en partage. C'est ça, pour moi, le grand bond de conscience. Donc, quand on parle, on entend beaucoup parler d'unification, que effectivement, nous sommes liés à l'univers, que nous sommes liés les uns aux autres. Mais c'est au-delà de ça. Pour moi, il n'y a qu'un seul être. Et l'expression de l'être prend différents visages, prend différentes formes, que ce soit des choses, que ce soit du royaume animal, végétal ou humain, sous des myriades de formes. Et donc c'est ça l'état naturel. Prendre conscience de ça, pour moi, c'est l'état naturel. Mais le mettre en application, c'est une autre question, parce que nous vivons dans un bain culturel, et justement par rapport à nos programmations qui sont là, et qui nous font tourner un peu en boucle, nous ne sommes pas toujours conscients de cela, et j'oublie dans mon quotidien de me connecter à mon centre, d'avoir vraiment une présence centrée qui me permet de réagir et d'agir sainement par rapport à toute situation, puis même par rapport à des projets de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie, quelle direction j'ai envie de prendre, et puis comment je la vois, tout simplement, cette vie. Est-ce que je vois tout noir, est-ce que je vois tout rose, est-ce que je vois plein de couleurs, et qu'est-ce que j'ai envie de créer. Voilà. Et alors du coup, de toutes ces expériences que tu as vécues, de tous ces maîtres spirituels que tu as vus, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, rencontrés,
qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'il y a eu un déclic, qu'est-ce qui a fait que tout à coup tu t'es dit, j'ai vraiment envie de me focaliser sur l'éveil de la conscience ou les cercles de conscience? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a eu une rencontre déterminante ou non? Alors, des rencontres déterminantes, j'en ai eu 2 ou 3. Voilà. Mais fondamentalement, c'est ma pulsion de vie, je dirais. C'est sortir déjà de la survie. Parce que la grande illusion, qui fait partie de l'illusion de la séparation, et qui est là depuis des millénaires, c'est que nous, êtres humains, nous sommes en combat ou dans une lutte perpétuelle pour la survie, alors que nous avons des outils intérieurs qui sont complètement autres et qui nous permettraient et qui nous permettent de transcender tout cela pour arriver à notre fonctionnement, niveau de fonctionnement, qui marche en synergie avec ce qu'on pourrait appeler l'univers ou le divin, et qui nous permet de rentrer dans un autre processus vital qui va très loin, qui peut aller très loin, qui peut prolonger notre vie par exemple, beaucoup plus, l'état de santé aussi, l'apparence physique, mais de façon très naturelle. On n'a pas besoin de passer par des machines, des technologies, tout ce qu'on essaie de nous vendre, notamment. Ça, je ne veux pas non plus mettre mal à l'aise les personnes qui sont aussi dans des thérapies et qui utilisent des outils. Non, certains outils peuvent être très utiles. Je dirais même que ce sont des béquilles qui nous aident à nous relever et à avancer. Mais nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons vraiment tout à l'intérieur de nous-mêmes. Alors cette pulsion de vie, au départ, je l'ai eue très tôt, puis à l'adolescence et à partir de cet éveil, je me suis dit, mais moi, c'est pas ce monde-là que j'ai envie de vivre. Il y a tellement de choses merveilleuses sur cette planète Terre et même dans l'univers. J'étais passionné d'astronomie notamment, donc et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train d'en faire au niveau global de l'humain? Alors il y a des personnes qui arrivent à faire des choses extraordinaires, qui sont, je dirais, qui permettent vraiment l'épanouissement de l'être humain pour eux-mêmes et pour les autres dans leur entourage. Et par contre, il y a d'autres actions qui sont vraiment destructives. Alors, moi, j'ai envie de préserver. Peut-être que effectivement, on va vers une fin inéluctable. J'ai pas de réponse à ça. Ça va être un choix global, je pense, de l'humanité. Mais moi, j'ai envie de préserver d'un certain côté, et puis aussi d'embellir, d'améliorer, d'aller dans le sens de l'épanouissement, et de la découverte de soi, qui, je crois, à partir de mes épiphanies, qui ont été très puissantes, où j'ai découvert vraiment des parties de moi-même qui transcendaient tout ce que je connaissais de ma vie quotidienne auparavant. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Mais comment, alors, comment, si tu nous as donné quelques outils, tu as dit que on pouvait commencer par être observateur de ce qui se passait, et donc déjà observer, trouver ce qui se passe. C'est comme disait un ami thérapeute, il me disait c'est plus facile d'enlever la tache sur le mur quand on sait où est la tache. Donc ça j'ai bien noté. Tu parlais de la respiration, le souffle est vraiment transcendantal. Est-ce qu'il y a d'autres techniques, outils? Parce que quand on t'écoute, on boit tes paroles. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, parce que je connais la réponse, tu vas me dire, mais bien sûr que oui, Vanessa. Est-ce que tout le monde peut accéder à ça? Et tu vas me dire oui. Mais comment y arriver? Alors, tout le monde peut y accéder, oui. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Pour moi, l'éveil de la conscience et le contact conscient avec la dimension divine de l'être est inéluctable, mais elle peut prendre des siècles, voire des millénaires. Je veux dire, je crois en la réincarnation, donc c'est peut-être pas dans cette vie que ça va se passer, mais je peux déjà faire un premier pas. D'accord. Déjà. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore, qui est galvaudé, bien sûr, qui a été utilisé par
voilà, c'est l'amour. Hein, et l'amour, c'est la base de tout, vraiment. C'est Dieu. Hein, alors, qu'est-ce qu'on entend par l'amour? Pour moi, c'est une énergie, c'est l'énergie de la conscience suprême, qui est celle de l'être, à l'état naturel. C'est le bien-être naturel fondamental. Et Dieu se sert bien lui-même, je dirais, donc il se sert avec amour. Et c'est à nous qui, quelque part, pour une raison ou pour une autre, nous sommes déviés aussi de cet état amoureux constant. Nous le vivons peut-être enfin moi en l'occurrence, je le vis de façon séquentielle, lors de ces grandes expériences, puis d'autres dans des états méditatifs, dans des états amoureux, à travers une compagne ou un autre être. Hein, voilà. Donc c'était quoi la question, pardon? Je sais, moi-même, je ne le sais plus. C'était, si, c'était, est-ce que tout le monde peut accéder à ça? Voilà, alors, et comment? Et comment? Voilà, et comment? Donc, tout le monde, j'ai répondu, il me semble. Oui. Le comment, c'est, le comment, chacun a la réponse pour soi. Simplement, c'est pas évident que je la trouve moi-même. C'est comme des poupées russes, à l'intérieur de soi, ou comme l'oignon, au niveau des corps, si on peut voir les corps subtils, etc. Et pour aller vraiment au fond du fond et au cœur de la conscience, ça peut être arrivé instantanément, comme ça peut prendre très longtemps, suivant les personnes, suivant les choix aussi de vie. Karmique avant la naissance, peut-être que j'ai choisi de vivre ceci ou ceci comme ça. Nous sommes tous en train de créer nos histoires et nos beaux scénarios dans ce théâtre cosmique qu'on appelle la vie, dans cette dimension-là. Eh bien, une des solutions, c'est de partager, justement. C'est de venir en groupe ou en binôme et puis de s'ouvrir et de dépasser la peur du jugement, parce que lui non plus, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une dimension tellement présente et prégnante dans notre civilisation, et dans d'autres aussi, qui est liée à la culpabilité, d'ailleurs. Hein. Ce sont des principes de séparation. Nous faisons l'expérience de la séparation dans cette dimension-là, avant de prendre conscience justement que c'est pas par là qu'on va arriver à vivre. C'est le chemin de la survie. Et que si je veux prendre le chemin de la vie, si je choisis le chemin de la vie, c'est justement par accepter ou accueillir ce qui est dans l'instant présent, en ayant conscience que c'est le présent, le cadeau de la vie qui m'est fait pour évoluer. Voilà. Bah écoute, ça me paraît être une belle conclusion. Donc en fait, vivons dans l'instant présent, car dans le présent tout est cadeau, c'est ça ? Oui, même si le cadeau parfois paraît être douloureux. Ou très très douloureux. Oui, le temps peut aider, et surtout le travail de conscience, je dirais l'œuvre de conscience. D'accord. Eh ben écoute, moi j'aurais bien une autre question, mais l'émission touche à sa fin. Ce serait, donc tu as parlé de l'état amoureux, qui était un état naturel. Donc je pense que je te ferai revenir, Daniel, pour que tu nous parles de ça, car moi je me demande si tous les gens en fait naissent sur la Terre avec cet état amoureux, ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des gens qui sont condamnés en fait à vouloir vivre le mal, à le vivre pour eux-mêmes ou à le faire vivre aux autres. Donc bon, on en reparlera une prochaine fois. Du coup, ça amènera les notions de bien et de mal, de séparation, et puis peut-être une prochaine fois aussi, on reparlera du jugement. Alors, tu disais que c'était chouette de partager, de parler, de mettre cette timidité et la peur du jugement de côté. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour ça ? Voilà, bon, alors on va revenir au cercle de conscience approfondi, que je pratique, que j'ai mis au point.
et que je pratique jusqu'à présent surtout dans le milieu anglophone, mais j'aimerais passer au milieu francophone. Parce que je pense qu'en France, on a besoin vraiment de cercles de ce genre, où on pratique la méditation en groupe, qui est une méditation guidée pour commencer, et après une méditation silencieuse. Et je couple ça avec une méditation dite à l'occidentale, un peu par opposition à l'orientale, celle que je viens de décrire, où on va prendre ne serait-ce qu'un sentiment, on va partager sur ce qu'on vient de vivre. S'il y a quelque chose qui accroche, par exemple, eh bien on va pouvoir retourner à l'intérieur de soi et laisser sortir spontanément ce qui nous vient ou dire comment je me ressens. Et ça, c'est une méditation, je dirais, plutôt active par rapport à un ressenti ou par rapport, ou par rapport à une réflexion ou une évocation. Voilà. Et couplé aux deux, j'arrive à ce que j'appelle une espèce d'équilibre androgyne entre cerveau droit, cerveau gauche, où l'état intuitif et l'état actif ou créatif, qui permet d'être dans l'acceptation, parce que ni l'émotionnel ni le mental, il y a rien de mal, hein, on en parlera peut-être, entre les notions de bien et de mal, mais fondamentalement, tout est outil, et savoir l'utiliser comme on se sert d'un couteau ou d'un tison. Hein. Oui, mais ça, de toute façon, le couteau en soi, tout dépend si tu veux couper le roast beef du dimanche ou si tu veux faire un meurtre. Voilà. Comme tu disais, ça dépend de son utilisation. Voilà, on peut aussi servir du couteau comme coupe-papier pour ouvrir un joli cadeau. Voilà, par exemple. Et alors, où est-ce qu'on te trouve, Daniel? Est-ce que tu veux donner tes coordonnées? Peut-être que tu es sur Facebook ou peut-être que tu as un site? Non, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien pour l'instant. Je suis en contact avec une personne pour créer des cercles de conscience sur Nice en français. Donc dès que j'aurai l'information précisément, je vous communiquerai comme ça. Vanessa, tu pourras en faire part à tes auditeurs. Bien sûr. De toute façon, vous savez que toutes les émissions sont sur mon site internet, regroupées donc sous l'onglet émissions de radio sur www.vanessa-baudouin.com. Et voilà, donc vous retrouverez l'interview de Daniel, et moi vous pourrez me contacter si les cercles de conscience francophones vous mettent l'eau à la bouche. Voilà, je te remercie, Daniel. Merci Vanessa, merci aux auditeurs. Et à très vite, j'ai l'impression. Au revoir. Au revoir. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.